Hier, l'actualité, c'est ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler l'affaire Sweet Beauty, qui met en cause donc Ousmane Sonko et une masseuse. Sonko accusé de viol et de menace de mort donc sur une masseuse. Actuellement, l'affaire est à l'Assemblée nationale. La procédure de levée de l'immunité parlementaire du député en est à son acte 2 avec l'installation de la commission ad hoc. Alors, l'affaire Sonko, comment vous l'appréhendez à votre niveau? Alors moi j'aimerais bien dans cette histoire-là faire des analyses et partir des faits plutôt que de faire des commentaires, parce que le commentaire il est personnel, il est subjectif. Donc comme tout Sénégalais, je pense que j'ai un point de vue sur cette histoire-là, mais je pense que c'est pas mon point de vue personnel qui vous intéresse, c'est plutôt comment en tant que scientifique on peut analyser cette histoire-là. Moi je pense que autant Sonko est une émanation de la société sénégalaise, autant Adji Sarr est aussi une émanation de la société sénégalaise. Donc si nous voulons analyser cette histoire-là, ce n'est ni Sonko ni Adji Sarr que nous devons questionner, mais c'est l'ensemble, c'est toute la société sénégalaise qui a produit la possibilité d'une telle affaire que nous devons questionner. Ce que je veux dire, le NEP de la société sénégalaise. Oui, en quelque sorte, oui. Quelqu'un parlait comme ça, mais j'irai pas jusque-là parce que je suis pas moi-même, comment on va dire, je suis pas thérapeute. Mais ce que je peux dire par là, c'est que nous sommes dans une société qui, en quelque sorte, et tenez-vous bien, sacralise le viol. Et ça, c'est malheureux. Parce que moi, je pense que le mariage forcé, c'est d'abord une incitation au viol, mais c'est aussi une participation collective au viol. Donc, nous avons cette part de nous qui est très ancrée dans notre personnalité, qui fait que la société sénégalaise, c'est une société phallocrate, ça on le sait, et que les hommes ont une tendance à réagir très mal par rapport au cas de viol. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans une société comme ça, où des gens se font violer tous les jours, sans pour autant qu'on se pose des questions, sans pour autant qu'on essaie de bousculer les limites de ces pratiques culturelles, je pense qu'il est très difficile pour quelqu'un de pouvoir accepter qu'une telle situation puisse exister, parce que tout simplement, l'homme a la manie de se cacher, en fait de cacher ses vices. Autant on peut dire que, autant j'entends beaucoup de gens dire que Adji Sarr est une prostituée, mais il n'y a pas de prostituée sans client. S'il y a des prostituées, c'est qu'il y a des clients. Mais pourquoi on jette toujours l'anathème sur la prostituée et pas sur les clients, qui sont naturellement des hommes? Et si on juge Adji Thiam indigne d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko lui-même devrait juger cette Adji Sarr qu'on considère comme une prostituée, devrait la juger indigne d'approcher son corps, de toucher son corps ou d'avoir accès à son corps. Donc vous voyez un peu, je pense que l'un dans l'autre, on n'a pas très bien, je pense que les questions qui devraient être posées, je pense que c'est une excellente occasion de poser un certain nombre de questions sur la société sénégalaise. Quelles sont les questions qui s'imposent dans ce contexte? Oh, beaucoup de questions, il y a énormément de questions. D'abord, la question de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire dit qu'on ne peut pas poursuivre un député dans l'exercice de ses fonctions, ni pour les prises de position à l'Assemblée nationale, etc., etc. Mais ce que la loi sur l'immunité ne dit pas, c'est que la loi ne précise pas si on peut interpeller, si la police ou la gendarmerie peut interpeller un député. Et ça, c'est important. Parce qu'à l'état actuel de la situation, Sonko a été interpellé. En cas de flagrant délit, oui. En cas de flagrant délit, oui. Mais moi, j'ai soutenu sur une chaîne de la place que c'était un cas de flagrant délit. Tout le monde m'a dit non. Alors que ce sont les avocats de Sonko eux-mêmes qui justifient qu'il y a flagrant délit. Parce que quand ils adressent une lettre au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en premier point, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de ne prendre en compte que le certificat médical produit 24 heures après les faits supposés. C'est un cas de flagrant délit. C'est eux-mêmes qui le disent. Le certificat médical produit 24 heures. Ils le circonscrivent dans le temps. Et donc c'est un cas de flagrant délit, puisque le certificat médical a été produit 24 heures après. Donc autant du côté de Pastef, autant du côté du parquet, on n'est pas cohérent. Le parquet commence par une enquête de flagrance, mais ensuite demande la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, parce que Sonko dit « je ne vais pas répondre parce que je suis député ». Et c'est là que se trouve la question qui est une question fondamentalement. Ça suppose qu'il y ait témoins, ça suppose que ça se passe sur une place, plus ou moins publique. C'est pour ça que je dis... Ça s'est passé entre quatre murs, entre deux personnes. Donc la thèse de la flagrance est écartée d'office. Non, parce que Sonko lui-même dit qu'il y avait deux autres personnes en dehors de lui.
d'abord. Il le dit, on a entendu toutes les parties. Dans cette histoire-là, la seule personne qu'on n'a pas entendue, c'est Sonko. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train de parler, ce n'est pas un débat personnel. Je dis tout simplement que immunité parlementaire ne rime pas avec impunité et que nous devrions revoir. Aujourd'hui, c'est une excellente occasion de revoir techniquement comment encadrer l'immunité parlementaire. C'est tout ce que je dis. Parce que si il est impossible d'interpeller un député, cela pose une question de droit fondamental. Cela veut dire qu'il y aurait ou qu'il peut y avoir des citoyens au-dessus de la loi. Si aujourd'hui l'Assemblée nationale refuse de lever l'immunité parlementaire de Sonko, cette histoire-là, comment elle va se terminer? On a d'un côté une citoyenne qui dit avoir été lésée et de l'autre un citoyen qu'on ne peut interpeller pour lui poser des questions, pour savoir quel est son degré d'implication, à quel niveau il a été impliqué, ou tout simplement s'agit-il de calomnie. On ne peut pas savoir. Vous pensez que nos députés sont surprotégés? Je pense que la loi sur l'immunité parlementaire est incomplète. Je pense qu'elle n'a pas été circonscrite. Je pense qu'il faut circonscrire la loi. Il faut dire, ok, on ne peut pas, parce qu'il y a une grande différence entre interpeller, entendre et poursuivre. On aurait pu interpeller un député, l'entendre, mais ne pas pouvoir l'arrêter. Et si après l'avoir entendu, on se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments qui concordent, qui justifient son implication, ou en tout cas qui pourraient corroborer la thèse de l'accusation, à ce moment-là, on demande la levée de l'immunité parlementaire. Mais là, on va pêle-mêle demander la levée de l'immunité parlementaire sans pour autant l'avoir entendu au préalable. Ce qui n'arrange ni Sonko, ni le parquet. À mon avis, d'où la raison pour laquelle on a porté plainte dans le réquisitoire introductif. On parle de X, parce que Sonko n'a pas été entendu. Maintenant, il va falloir déterminer X, et à ce moment-là, on va appeler toutes les personnes qui peuvent être ou qui ont été accusées. Et à l'occurrence, ici, c'est Ousmane Sonko. Cette affaire sent-elle un complot politique? C'est très marrant que vous posiez cette question-là, parce que tout le monde parle de complot. Et je pense que nous devons faire attention. Je pense que les Sénégalais doivent se ressaisir. Et en premier lieu, les journalistes, la presse. Parce que je trouve que le traitement qui a été fait de cette information-là, de cette affaire-là, n'a pas été du tout équitable. Je pense que nous nous sommes tous emballés à parler de complot parce que Sonko s'est levé et a parlé de complot. Mais il y a des questions qu'il faut se poser, qui sont des questions élémentaires. J'ai entendu un membre du bureau national de PASTEF s'exprimer à la télé et dire que nous étions au courant. Ça fait 2 mois qu'on nous a dit, ou plus de 2 mois, des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient aucun lien apparent, nous ont dit de faire attention sur le salon de massage que fréquentait Ousmane Sonko. Mais ils ont vraiment, si on leur a dit ça, pourquoi attendre 2 mois après qu'une accusation soit faite pour venir nous dire c'est un complot, on était au courant? Parce qu'ils n'avaient rien à craindre. Parce qu'ils n'ont fait rien de méchant dans ce salon de massage. Là, vous faites un jugement de valeur, oui, vous n'y étiez pas. Moi, je vous relance. Vous savez, pour parler de viol, il faut parler d'acte sexuel. Il faut parler de pénétration. Le viol, du moins, excusez-moi, autant pour moi, le viol est défini comme ça. C'est toute pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sans consentement. D'accord. Il y a eu viol, il n'y a pas eu viol, c'est un autre débat. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce sur quoi Sonko ne s'est pas prononcé, c'est est-ce qu'il y a eu acte de pénétration sexuelle? Naturellement, on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais la réponse parce que Sonko ne se prononcera pas sur cette question-là pour la bonne et simple raison que c'est un puriste. Un puriste, c'est exactement ce qui est arrivé à Tariq Ramadan. Il a tout nié en bloc pour finalement dire qu'il y avait acte sexuel, mais c'était avec le consentement de l'accusatrice. Il y avait acte sexuel consenti. Est-ce qu'on ne va pas vers cela? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne fais qu'analyser des faits. Je n'ai pas d'avis là-dessus et je ne livrerai pas d'avis là-dessus. Parce que j'ai vraiment autre chose à faire que de gérer les fréquentations ou les faiblesses ou alors, je ne sais pas, les accusations d'un tiers ou d'un autre. Tout ce que je dis, c'est que notre société est en face d'une situation, et cette situation-là a plusieurs ramifications, autant du point de vue de notre société, autant du point de vue sociétal, autant du point de vue
de la justice, autant du point de vue des textes, autant tout aussi du point de vue aussi de sécurité. Parce que si on permet à tout un chacun de dire non, ce n'est pas moi, et de dire ok, venez me défendre, et que tout le monde dise non, on ne va pas l'appréhender, on ne va pas l'interpeller, on ne va pas parce que s'il y va, il sera arrêté, machin, ça pose une question mais fondamentale. Aujourd'hui, les populations n'ont plus confiance en la justice. Et ça, c'est grave. La faute à qui? La faute à tout le monde. Sur l'affaire Karim Wade, moi j'ai été taxé de karimiste par exemple, parce que sur l'affaire Karim Wade, j'ai pris fait... Il est facile de renvoyer tout le monde dos à dos. Il y a forcément un responsable. Pierre. Vous pensez qu'un seul être humain peut être responsable de toute cette situation-là? Vous pensez? Si la situation s'est emballée comme ça, c'est un ensemble de faits. Qui a été responsable de ces faits? Quelle a été la position de la société? Quelle a été la position de la société civile, des partis politiques quand Karim Wade a été arrêté? Ces gens qui sont aujourd'hui dans la rue, ne se sont-ils pas, comment on va dire, n'étaient-ils pas si heureux que Karim Wade puisse être appréhendé à l'époque? Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais pris faits et causes pour la justice, pas pour Karim Wade, et tout le monde m'a traité de karimiste. C'est-à-dire, dans ce pays, on a l'habitude de penser les choses en termes de... Comment je vais dire ça? En termes de confrontation. Tu es pour ou tu es contre? Oui, Karim, on l'accusait de crime économique. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Un crime est un crime. Économique ou mœurs ou quoi que ce soit, un crime est un crime puni par la loi. Point. Et à l'époque, j'avais dit qu'il n'est pas concevable qu'on mette en place une juridiction sans un double degré sans la possibilité de faire appel. Il n'y a pas de double degré de juridiction. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé 4 ou 5 ans après? Les Nations Unies ont dit exactement ce que je défendais. C'est pas pour autant que je suis karimiste. Aujourd'hui, on me taxe d'être de l'APR parce que je ne prends pas faits et causes pour Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que la manière dont nous réagissons, et surtout la manière dont les responsables, qu'ils soient religieux ou politiques, réagissent dans cette histoire-là, lance un signal à nos enfants. Il n'est pas sérieux que des hommes politiques se déplacent, crient au complot, sans pour autant détenir une seule preuve de complot, qu'ils prennent faits et causes pour Ousmane Sonko, alors qu'il y a une fille qui pourrait, je pèse bien mes mots, être une victime. Que se passerait-il si, à la fin de l'instruction, on se rend compte qu'effectivement la fille est victime? Quel serait le comportement de ces hommes politiques qui aspirent à nous gouverner? Quelle est la place de la femme dans cette société sénégalaise-là? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce signal-là qui m'interpelle, qu'on envoie à la femme. La condition de la femme au Sénégal est une condition abrutissante. Le Sénégal est un pays cruel pour les femmes. Et c'est ça qui me fait mal. Sommes-nous dans une société misogyne? Ah ben oui. Ah ben oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on viole des femmes tous les jours ici. Le mariage forcé, c'est quoi? Comme on en viole ailleurs, hein? Oui. Ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Je parle du Sénégal, je connais le Sénégal. Je ne connais pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas uniforme. C'est 54 États, plus de 900 millions d'habitants. Je ne connais pas le monde. C'est 6 milliards d'habitants, énormément de pays, de cultures, d'ethnies, etc., etc. Je parle de ce qui me concerne, et ce qui me concerne, c'est le Sénégal. Vous savez, à partir du moment où un groupe d'individus, un groupe de citoyens se nomme des patriotes, ils deviennent une force de division et d'exclusion. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne se rallient pas à leur cause ne seront pas considérés comme des patriotes. Or, nous sommes tous des patriotes, nous aimons tous le Sénégal. Il y a énormément de gens qui font énormément de choses pour ce pays sans pour autant se réclamer des patriotes. Et en général, dans les pays où les citoyens se réclament patriotes, qu'est-ce qui se passe? Qu'ont fait les patriotes de la Côte d'Ivoire, par exemple? Ceux qui se réclamaient les patriotes, les Blé-Goudé et autres. Tout ce qui se réclame du patriotisme. Et en raison de ce danger, nous devons nous ressaisir. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous sommes contre. Mais Pierre, vous avez dit tout à l'heure que vous avez soutenu donc Karim Wade. Je n'ai jamais dit que j'ai soutenu Karim Wade. J'ai dit j'ai pris faits et causes pour la justice. Ça, c'est quoi? C'est un soutien à Karim Wade. Pourquoi? Parce que vous étiez persuadé, certainement, qu'on le poursuivait de manière injuste. Mais aujourd'hui, pourquoi vous reprochez également, aujourd'hui, ceux qui soutiennent
Ousmane Sonko de le faire. Alors que vous avez eu la latitude de soutenir Karim Wade. Je ne leur demande pas de ne pas soutenir Ousmane Sonko. Je n'ai jamais remis en cause le fait qu'ils puissent le soutenir. Je dis tout simplement que dans cette histoire-là, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Oui, Ousmane Sonko n'a ni été interpellé, ni été arrêté. Il a juste été accusé et on va au-delà des soutiens de principe. On va au-delà. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Tout ce que je dis. Mais pourquoi vous ramenez le débat sur Ousmane Sonko? Ce que je dis n'a rien à voir avec lui. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je dis tout simplement, les gens sont libres de le soutenir. Vous savez, on peut faire de la politique avec courtoisie. On peut dire les choses avec courtoisie et se faire entendre. On n'a pas besoin de la violence. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple entre Cheikh Anta Diop et Senghor. Cheikh Anta Diop n'était pas d'accord avec Senghor, ni politiquement, ni intellectuellement. Senghor, pourtant, a dit « Cheikh Anta ne sait pas ô combien il a raison sur l'origine des civilisations nègres. » Cheikh Anta, après avoir critiqué dans Nation nègre et culture la fameuse phrase de Senghor « La raison est Hélène, l'émotion est nègre », une petite note de bas de page dit « Cela n'enlève en rien l'estime que nous portons à ce grand homme de lettres. » C'est cela, la courtoisie. Et on manque de courtoisie. Et naturellement, vous ne pouvez pas être là depuis 2012 à tirer sur tout le monde. Je me souviens de l'affaire des 94 milliards. Que quand Sonko est parti à Ziguinchor et a demandé à la population de la Casamance à résister et tout ça. Le MFDC a fait une lettre ouverte en disant à Sonko, vous ne pouvez pas parler comme ça. Quelqu'un a été blessé en son honneur, donnez-lui la latitude de se défendre. Nous ne prendrons pas fait et cause pour vous. Et c'est la même chose. Sonko a été attaqué dans son honneur. Il a été atteint dans son honneur. Qu'on lui laisse la latitude de se défendre. Mais quant à empêcher, et je trouve qu'ils sont allés très vite en besogne. L'enquête était gérée par la gendarmerie. La police est venue. La police et la gendarmerie n'ont rien à voir dans cette histoire-là. La police est venue parce que nous sommes en état de couvre-feu. Il y a un rassemblement, il faut disperser la foule. Ça aurait pu se faire naturellement, ça aurait pu se faire sans heurts. Malheureusement, on a tout emmêlé et ça a produit les violences que ça a produit. Vous savez, Pierre-Edouard, la paix, ce n'est pas l'affaire de la police, de la gendarmerie, du parquet, du gouvernement. La paix, c'est l'affaire de tout un chacun. C'est votre affaire, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tous les citoyens. À partir du moment où la paix est menacée, ils sont en train, c'est leur propre cause qu'ils sont en train de menacer. Qui est le fossoyeur de cette paix dans cette histoire? Pierre-Edouard, vous êtes en train de me dire que la gendarmerie n'a pas le droit d'interpeller un citoyen, quel qu'il soit, sur affaire le concernant, et que ça justifie qu'on puisse aller brûler des biens d'autrui, ça justifie qu'on puisse appeler à la résistance, à l'insurrection, entre guillemets, parce que ça, il épargnera au parquet d'en parler. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Ces militants sont venus apporter soutien et réconfort à leur mentor, à leur leader. Et il n'y a pas d'autre moyen de manifester. Ils n'avaient pas l'intention de brûler. Ah bon? Ça, c'est puisque vous le dites. Je ne peux pas vous contredire parce que je n'y étais pas et je ne suis pas dans leur tête. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où vous menacez la paix, vous n'avez plus affaire ni à la gendarmerie, ni à la police, ni au parquet, vous avez affaire à l'État. Il y a un truchement sémantique là. Vous avez affaire à l'État. Il faut faire très attention. On ne touche pas à la paix et à la sécurité. Est-ce qu'on n'a pas assisté à une faillite de l'État d'ailleurs, lundi dernier? Vous pensez? Oui, c'est une question que je pose. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'État ne s'est pas manifesté. Alors là, pas du tout. Et l'attitude de l'État et de son chef qui a demandé à ses partisans de ne pas se prononcer sur cette affaire, comment faut-il l'analyser? À mon avis, il ne gagnerait pas à utiliser cela politiquement. Et je trouve ça très responsable de ne pas utiliser cette affaire politiquement. Parce que si vous utilisez cette affaire politiquement, non seulement ce serait discourtois, moi je suis un adepte de la courtoisie, même si on n'est pas d'accord, on peut se taper dessus tout ce que vous voulez, mais il faut rester courtois. Et ce serait discourtois, et en même temps ce serait prêter le flanc. Parce que quand, dès l'entame de cette histoire-là, on dit que c'est un complot ourdi par le gouvernement en place, ou en tout cas par les gens de l'APR, s'ils se prononcent, ils ne font que justifier cette thèse-là. Donc je trouve que leur silence est justifié.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un gain politique à avoir dans cette histoire pour Macky Sall? Non, ce serait malsain. Ce serait vraiment malsain. S'ils le font, franchement, ce serait malsain. Et Ousmane Sonko, qu'il soit coupable ou pas, ce n'est pas ça le débat. Mais pensez-vous qu'il va sortir indemne de cette affaire? Il peut sortir indemne de cette affaire s'il est innocent. Mais pour l'instant, on ne sait pas. S'il est innocent, il sortira non seulement indemne, mais grandi de cette histoire-là. S'il est innocent, il sortira, je veux dire, avec les oreilles. C'est clair. C'est clair. Là n'est pas le débat. Il peut sortir grandi de cette histoire-là. S'il est innocent, s'il n'a rien à se reprocher, bien entendu. Mais comme je dis, moi, je ne sais pas. Personne ne sait. Donc c'est au procès que la vérité éclatera au grand jour. On ne sait même pas s'il y aura procès ou pas. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas bien écouté, j'ai l'impression. Ou alors vous ne saisissez pas ce que je veux dire. Je dis tout simplement parfaitement ce que vous dites, oui, Pierre. Oui, donc je dis tout simplement que il faut qu'Ousmane Sonko soit entendu parce que c'est le principal mis en cause. Que lui, maintenant, et ses défenseurs, ses militants, lui et ses militants et ses sympathisants, pensent que cette justice-là n'est pas digne de confiance et que si Ousmane Sonko se présente, on va l'arrêter, ça c'est un autre débat. Mais je pense fondamentalement qu'il est important qu'il soit entendu. Et on ne peut pas, je l'ai dit tantôt, immunité ne veut pas dire impunité. C'est comme si un député conduit sa voiture, il est interpellé par un policier, il baisse la vitre, il dit « Je suis député, vous n'avez pas le droit de m'interpeller » et il s'en va. C'est là où se situe le débat aujourd'hui. De mon point de vue, techniquement, c'est-à-dire après cette histoire-là, il va falloir revoir. Parce que puisqu'il n'est pas possible d'établir, par exemple, dans le cadre d'accusation de viol, d'établir le flagrant délit ou pas, mais il va falloir revoir la loi. Il ne faut pas qu'on ait honte ou qu'on ait peur de toucher aux lois que nous avons mises en place. La loi vient d'être revue. On a procédé à la criminalisation du viol. Oui, mais la loi sur l'immunité parlementaire. Je parle de l'immunité parlementaire. Je pense que c'est les articles 51, 60 ou 62. Il faut revoir cette loi-là. Il faut la circonscrire. Je pense qu'il faut donner la possibilité aux forces de l'ordre d'interpeller un député, même dans l'exercice de ses fonctions, sur tout acte n'ayant pas un lien direct avec sa fonction de député ou ses prises de position au sein de l'Assemblée. Ce qui ramènerait le député à une dimension citoyenne. Mais tel que la loi est écrite, le député est non seulement au-dessus des citoyens qui lui ont donné mandat, mais au-dessus de la loi, puisqu'il est impossible de lui poser ne serait-ce qu'une question. C'est ça la question technique. Vous voulez que ces députés deviennent des citoyens ordinaires, quoi? Non, mais ils sont des citoyens. Ils sont